Chers téléspectateurs, heureux de vous retrouver pour cet autre numéro de Guinée Forum, une émission qui traite des différents aspects des réformes engagées en Guinée. Vous le savez, c'est une émission produite par Search for Common Ground en collaboration avec la RTG, avec l'appui de la Banque mondiale. Jusqu'ici, Guinée Forum a traité des réformes engagées au sein du gouvernement dans nos différents départements ministériels. Changement de cap à présent, nous nous intéressons aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Une commission en particulier nous intéresse, c'est celle de l'économie, finances, plan et coopération. Notre invité pour parler des réformes engagées à ce niveau, honorable Michel Kamano, président de la dite commission. Bienvenue, honorable Kamano. Merci. Pour animer donc cette émission, comme d'habitude, sur ce plateau, mon confrère David Yombuno de la RTG. Bienvenue, David. Merci, c'est un devoir. Voilà, je vous rappelle que Guinée Forum est une émission grand public. Le public est donc présent dans cette salle et aura l'occasion de poser des questions à notre invité pour avoir des éléments de réponse. Sans plus tarder, la première question, elle est pour toi, David Yombuno. Alors, honorable Kamano, beaucoup de nos concitoyens connaissent l'existence de l'Assemblée nationale, mais ils sont très peu ceux qui connaissent réellement ce que fait l'Assemblée. Alors, en peu de mots, que fait l'Assemblée concrètement? Bien, d'abord, l'Assemblée nationale, c'est la maison de tous les citoyens. C'est la représentation nationale. Les députés représentent toutes les populations, toutes obédiences politiques confondues, toutes catégories socio-professionnelles confondues. C'est un organe élu pour voter les lois et pour contrôler l'action gouvernementale. Voilà essentiellement ce que fait l'Assemblée nationale. Voilà, ça c'est essentiellement ce que fait l'Assemblée nationale. On en parlait dans l'entame de cette émission. Il y a des commissions au sein de l'Assemblée nationale, des commissions dont nos compatriotes ne connaissent pas tous forcément les rôles. Vous allez le voir dans ce micro-trottoir réalisé par Mamadi Terna Kamisoko, que je vous invite à suivre et on se retrouve juste après. L'Assemblée représente le peuple. Chaque parti a déposé une liste pour laquelle chacun a voté. À l'issue de ça, ceux qui sont membres de cette Assemblée nous représentent, nous le peuple. Les différentes commissions qui y sont, j'en sais, mais pas pleinement. Mais ce que je sais, cette commission travaille au nom du peuple. En principe, tout projet qui se pose au niveau de ce pays doit passer, il faut que cette loi soit votée. Les finances, le ministère des Finances, au nom du gouvernement, propose une loi des finances initiale, c'est-à-dire au départ. Cette loi, d'abord, est vérifiée, analysée par une commission qui s'appelle Commission des finances, avant qu'il ne vienne aux plénières et que tous les membres discutent. Et quand il y a des projets financiers, en principe, ça passe par cette commission pour que ça soit adopté. Non, moi personnellement, je ne connais pas. Et puis bon nombre de Guinéens aussi partagent le même avis que moi. Vraiment, on ne connaît pas les différentes commissions, ils ne nous expliquent pas en langue nationale Soussou, parce qu'on sait que 90% de la population sont analphabètes. Donc on devait expliquer ça brièvement dans toutes les langues pour que tout le monde soit au courant de ce qui se passe. Mais on ne sait rien de ce qui se passe. Au niveau de l'Assemblée nationale, il doit y avoir 8 à 9 commissions comme ça. Moi, je pense que c'est la commission qui étudie au départ, quand le gouvernement envoie, par exemple, le budget, c'est la commission économie et finances qui examine cette loi, c'est-à-dire que le document que le gouvernement dépose là-bas, avant de proposer maintenant à la plénière. C'est une commission qui étudie effectivement les lois relatives maintenant aux finances. Tout ce qui est lié aux finances, c'est cette commission qui s'occupe de ça, par l'examen de ces documents-là. Je pense que c'est les spécialistes, les députés spécialistes qui sont dans cette commission. C'est des économistes qui sont dans cette commission. Je sais au départ qu'il y avait le Dr Ousmane Kaba qui était là-bas comme président, mais tout récemment, je viens d'apprendre qu'il a été remplacé par Michel Kamano,
qui a aussi un bon économie sociale. Non, si vous voyez que l'économie est en terre, c'est parce qu'il y a le détournement. Il faut que ceux qui sont là-bas, les gens qu'on croyait qu'ils n'allaient nous aider, ils ne sont pas là pour nous aider, ils sont là pour aider eux-mêmes et leur famille. C'est pour cela qu'on souffre dans le pays là. Ils n'ont qu'à faire le travail comme ça se doit. Si vous voyez que le peuple a voté pour eux, c'est parce que le peuple a confiance à eux, ou bien. Hein? Maintenant, ils sont là-bas, il faut que ça réussisse et puis ils nous prennent comme des sauvages. Nous ne sommes pas sauvages, hein, on connaît. Ouais. Honorable, vous avez suivi avec nous ce micro-trottoir réalisé par Mamadi Terna Kamisoko. Votre réaction par rapport à ce que vous venez de regarder? Ma réaction, c'est de donner raison à tous ceux qui se sont exprimés parce qu'on sent que c'est le cœur qui parle. Et ils ne connaissent pas le nombre de commissions, c'est vrai. Il y a quelqu'un qui a dit, il pense qu'il y a 8 ou 9. Il y en a 12, en fait. Ils ne connaissent pas comment nous fonctionnons. Il y en a qui ont le sentiment, parce que nous ne communiquons pas, que les députés qui sont censés les représenter, parce que c'est eux qui nous ont mandatés, ne les représentent plus parce qu'ils ne voient pas d'impact sur les activités du Parlement. Mais c'est l'occasion d'un forum comme ça qui va permettre aux uns et aux autres d'être mieux informés. Alors, quand vous dites que vous donnez raison à ces réactions-là, il y a un qui a dit qu'ils sont là pour détourner l'argent pour s'enrichir. Vous lui donnez raison? Non, quand il dit que, lorsqu'il s'exprime pour dire qu'ils s'enrichissent, parce que lui, il a le sentiment que depuis qu'il a mis les députés en place, sa condition n'a pas changé. Okay. C'est ça sa réaction, il faut le comprendre. Alors, on lui dit que l'Assemblée n'est pas l'exécutif, nous sommes le législatif. J'ai rappelé que notre mission, c'est de voter les lois. Il faut qu'on vote des lois qui défendent les intérêts des citoyens qui nous ont mandatés. Et deuxième action majeure, c'est de contrôler l'action du gouvernement. C'est le gouvernement qui exécute. Si nos mandats nous disent qu'ils ne sont pas satisfaits de l'impact de telle ou de telle politique, notre mission, c'est d'attirer l'attention du gouvernement là-dessus. C'est d'abord leur expliquer si nous avons l'information pour savoir pourquoi tel projet, par exemple, n'a pas abouti, pourquoi tel projet fait des résultats. C'est ça notre mission. Donc quand je dis un citoyen, lorsque c'est le cœur qui parle, il ne faut pas tout de suite se sentir accusé. Sinon, il dit que nous sommes là-bas pour nous enrichir. Je ne sais pas les députés qui se sont enrichis, mais qu'ils comprennent que ce n'est pas du tout le cas. Mais moi, je me mets à sa place. Depuis que nous sommes mis en place, s'il n'a pas vu ces conditions s'améliorer, voilà des citoyens avec lesquels nous voulons discuter pour qu'on sache de quoi ils se plaignent. Ok. Voilà, en tout cas, honorable Kamano, c'est clair que la majeure partie des Guinéens ne connaissent pas les rôles de ces commissions. Oui. Nous allons parler de celle dont vous êtes à la tête particulièrement, la commission Finance, Plan, Coopération. Quelles sont ses attributions? Combien de membres composent cette commission? Le rôle, en quelque sorte, de cette commission de façon claire, dans une communication simple qui permette à tous les Guinéens de comprendre. Alors, la commission des lois est saisie au fond pour l'examen du budget de l'État. C'est notre mission. La commission des finances, vous voulez dire? La commission des finances, okay. Je m'excuse. La commission des finances est saisie au fond pour examiner le budget de l'État. Mais le budget de l'État s'examine en deuxième session, seulement en octobre. Mais lorsque nous faisons notre entrée parlementaire, nous commençons par la commission des lois, qui est saisie au fond sur toutes les propositions de loi qui viennent de l'Assemblée elle-même ou tous les projets de loi qui viennent du gouvernement. Ça, c'est la session d'avril. Donc, dans l'année, nous commençons le travail avec la commission des lois. C'est vers la fin de l'année que le gouvernement soumet à l'examen des députés le projet de budget pour l'année à venir. Donc, notre mission essentielle, c'est ça. J'ai dit tantôt qu'il y a 12 commissions. Il y a 10 commissions générales qui ont entre 10 et 12 membres. Et il y a 2 commissions spéciales, la commission de délégation et la commission contrôle, qui ont 5 membres chacune. Donc voilà un peu l'ossature de l'Assemblée en termes de composition de commissions. Et les commissions sont faites de telle sorte qu'elles couvrent un certain nombre de départements ministériels. Quand vous prenez la commission des mines, et les commissions mines, géologie, industrie, commerce, artisanat,
Vous prenez le développement rural, la commission couvre l'agriculture, l'élevage, la pêche, les eaux et forêts, l'environnement, etc. La commission des affaires sociales, c'est l'éducation, la santé, le logement. Donc les commissions sont très bien organisées pour couvrir l'ensemble des secteurs d'activité, l'ensemble des domaines dans lesquels agissent les autorités gouvernementales. Les commissions sont très bien organisées. Ça veut dire à l'interne, il y a élection pour être président d'une commission. Bien sûr, bien sûr. Alors, vous, en tant que président de la commission finance, comment vous êtes arrivé à la tête de cette commission? Parce qu'on savait, il y a quelqu'un qui l'a dit. À la mise en place du Parlement, il y a eu élection du bureau, ensuite des commissions, des différents responsables des groupes parlementaires, et j'ai été élu premier vice-président de la commission économie-finance. Jusqu'au départ récent de notre président, Dr Ousmane Kaba, ce qui a permis que mes collègues députés m'ont retenu pour, étant premier vice-président, pour monter comme président. Il y a eu élection? Il n'y a pas eu élection, il y a eu consensus. Ok. Parce que les élections se sont passées avant, étant le premier vice-président, normalement, en appliquant même le règlement intérieur actuel, lorsque le premier responsable n'est pas là, c'est l'adjoint qui, immédiatement, s'il est soutenu par la majorité, qui assume les fonctions. Sinon, on organise une élection. Et je pense que mes collègues de la commission n'ont pas trouvé autre qu'à me soutenir, en commençant par Alpha Ousmane, qui est mon vice-président, représentant l'opposition. Sauf que votre arrivée à la tête de cette commission a créé quand même un tollé entre griffes juridiquement, légalement. Est-ce que la procédure a été respectée? Oui. Expliquez-nous. La procédure a été respectée. Un député n'est député que parce qu'il a été présenté, d'après notre loi, par un parti politique qui le représente. C'est pourquoi il y a des groupes parlementaires, la majorité, l'Alliance républicaine, les libéraux démocrates. Lorsqu'un député a des difficultés avec son parti à la base et que le parti dise que ce député ne peut plus nous représenter là où il est, s'il a une responsabilité, automatiquement, on procède à son remplacement. Mais on est député pour la mandature. Donc, notre ancien président reste député et il était avec nous à la clôture de la session des lois. Mais il n'est plus président. Et la procédure en la matière a été respectée. David? Oui, alors, honorable, on va parler un peu de la loi de règlement, cette loi qui permet aux députés de savoir comment chaque département ministériel a géré les fonds à lui alloués au cours d'une année bien définie. Qu'en est-il de cette loi? Parce qu'on a l'impression que cette loi, depuis 2005, n'a plus été votée. Comment vous faites, quel mécanisme vous avez pour comprendre la gestion des fonds alloués aux différents départements ministériels? Et parce que l'un des rôles principaux de l'Assemblée nationale, honorable, c'est le contrôle de l'action gouvernementale. Oui. Je l'ai dit tantôt, vous l'avez rappelé, le gouvernement est en retard de 5 ans pour la présentation des lois des règlements. Et aujourd'hui, nous avons demandé à ce que nous puissions rencontrer les responsables du gouvernement pour que nous-mêmes, députés, nous puissions comprendre pourquoi il y a eu ce retard. Surtout avec la mise en place de la Cour des comptes. Donc, vous voulez dire que c'est le gouvernement qui fait que cette loi de règlement n'est pas votée? Non, elle n'a même pas été présentée. Okay. J'ai dit qu'ils sont en retard, ils n'ont pas pu présenter la loi de règlement. Depuis, il y a 6 lois de règlement qui sont en retard. Alors, il y a eu la transition. Il y a des comptes pour lesquels, avec les mouvements des membres du gouvernement, en particulier aux finances, au budget, il faut qu'ils se mettent ensemble avec les responsables de la transition, les anciens ministres, pour pouvoir refaire les comptes de règlement. Lorsque l'Assemblée autorise un gouvernement à prélever les recettes, à faire des dépenses, il appartient à ce gouvernement, au terme du mandat, de dire aux représentants du peuple, voici ce que nous avons fait des recettes, voici ce que nous avons fait des dépenses. S'il y a des reliquats des recettes non affectées,
il appartiendra, après examen de la Cour des comptes, au Parlement de se prononcer s'il faut faire des réaffectations. Mais puisque cette Cour des comptes même n'existait pas, c'est maintenant qu'on la met en place. Je puis vous assurer que quand elle va commencer, on va regarder d'affilée toutes les lois de règlement qui sont en retard pour nous mettre à jour. De 2005 à nos jours. Absolument. Je peux vous le garantir. Ok, en quelque sorte, pour nous permettre, à nous qui ne comprenons pas à 100% les termes juridiques, de comprendre, c'est que le gouvernement reçoit des fonds que vous autorisez en quelque sorte avec la session budgétaire. Et chaque année, il y a une nouvelle session. C'est-à-dire qu'en octobre, je crois qu'une autre session doit s'ouvrir et d'autres budgets seront alloués à ces différents départements ministériels alors qu'ils n'ont pas encore justifié comment est-ce que les budgets qu'ils ont reçus ont été utilisés. Est-ce que cela ne marche pas un peu sur le fait que l'Assemblée doit contrôler l'action gouvernementale? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une autre procédure pour gérer cela, à votre avis? On ne devrait normalement pas allouer de nouveaux fonds avant de savoir quelle a été l'utilisation des anciens. Justement. Mais lorsque des gouvernements changent, lorsque d'une transition à une vie normale, on bouge, dans la vie normale des ministres changent, il y a toujours des explications. Et surtout, il y a une institution fondamentale dont c'est la première responsabilité d'aller vérifier l'exactitude des comptes. C'est la Cour des comptes. Lorsque celle-ci n'est pas en place, n'allons pas vite en besoin. Elle est en place. La première responsabilité, c'est de venir vers nous avec des lois de règlement. Aujourd'hui, si nous avions dit qu'il n'y a pas de loi de règlement, on n'accorde pas de nouveau budget, on aurait bloqué le fonctionnement de la nation. Mais maintenant que nous avons toutes les institutions, on est en droit de mettre la Cour des comptes devant ses responsabilités avec le gouvernement pour que nous ayons les différentes lois de règlement. Et assurez-vous qu'à partir de ce moment, lorsque la Cour des comptes sera opérationnelle, c'est une exigence légale de ne pas approuver un nouveau budget avant d'avoir été informé de l'utilisation de l'ancien. Ok, lorsque la Cour des comptes sera en place opérationnelle et que vous vous rendiez compte que de 2005 par exemple à 2010 ou de 2010 à 2015, il y a eu une mauvaise gestion, qu'est-ce que vous allez faire de ceux qui ont eu à gérer ces fonds-là? Quel mécanisme vous avez pour par exemple, recouvrer les montants de l'État? Écoutez, au niveau de la Cour des comptes, il n'y a pas que des comptables. Il y a des juristes et des magistrats. En fonction du contrôle qu'eux feront, nous n'irons pas dans les détails. C'est si l'Assemblée n'a pas une vision claire qu'elle peut demander une mission d'information pour aller s'assurer, pour aller avoir la meilleure information sur tel ou tel problème de gouvernance ou de malgouvernance dont la Cour des comptes pourrait nous parler, par exemple. Si il y a plus grave, l'Assemblée peut mettre en place une commission d'enquête pour vérifier. D'accord. Alors, ce n'est pas à l'Assemblée de condamner, ce n'est pas à l'Assemblée de juger. Lorsque la Cour des comptes aura établi sa situation, elle-même dira quels sont les gestionnaires qui devront répondre devant la loi, devant les tribunaux, ou si les comptes sont attestés, s'ils ont le quitus de la Cour, nous n'avons pas de doute a priori sur ce que la Cour des comptes fait, parce que c'est des gens assermentés. Donc, ce n'est pas à l'Assemblée de condamner ou de juger. Chaque institution a ses responsabilités. Okay. D'accord. Donc, je rappelle que Guinée Forum est une émission grand public. Donc, le public ici présent aura l'occasion donc de poser des questions à notre invité. Revenons à la commission économie, finances, plan et coopération, parce que c'est une commission très importante. Oui. Depuis qu'elle est instituée, qu'est-ce qui a été fait au sein de cette commission? Quelles sont les lois que vous avez traitées? Dites-nous un peu. D'abord, régulièrement, c'est l'adoption des budgets. D'accord. On a fait ça on l'a compris. Régulièrement. Mais en plus de ça, notre commission est toujours saisie au fond pour l'examen des accords et des conventions de financement au niveau international. Il y a eu un moment où nous avons travaillé sur des conventions majeures dans le secteur minier. Telles que? Il y avait Rio Tinto, il y avait l'exploitation avec, en dehors de Rio Tinto,
du Mont Nimba aussi. Globalement, vous allez recevoir la commission des mines, ils vont vous dire, on avait négocié, on avait autorisé la ratification de 8 conventions minières majeures qui devaient développer des corridors vraiment de développement des 4 régions naturelles du pays. Mais les 4 régions naturelles, pas seulement la forêt, la Haute-Guinée, la Moyenne-Guinée, la Basse-Guinée. Et si on avait réalisé ces conventions minières, vous avez appris un moment que c'était un investissement global sur lequel le gouvernement et ses partenaires s'étaient entendus de plus de 30 milliards de dollars, qui aurait triplé le produit intérieur brut de la Guinée et partant les revenus des Guinéens, vos revenus et les miens, si ces conventions avaient été mises en exécution. Même si on avait commencé, malheureusement, au moment où nous avons applaudi, en sortant de la session budgétaire, il y a eu Ebola. Ok. Donc, ces partenaires ne sont pas venus. Ils ont repoussé les investissements. Ils n'ont pas renoncé. Même récemment, compte tenu du cours du fer au moment où nous autorisions la ratification à plus de 100 $ la tonne, quand le fer retombe à moins de 50, les ardeurs d'investissement diminuent dans le monde. D'accord. Donc ce n'est pas seulement en Guinée que Rio Tinto ou d'autres gros miniers se sont retirés. Il y a eu le cas au Gabon, il y a eu le cas en Côte d'Ivoire, il y a une autre mine entre le Cameroun et donc c'est pas... Vous savez, les investissements miniers, non seulement c'est en dizaines de milliards, et ils se font de façon cyclique. Quand la demande est forte, parce que les prix sont bons, les gens investissent. Mais dès que vous perdez ces 5 années, il faudra attendre au moins 10 ans, 20 ans sinon, avant de revoir les mêmes intérêts se manifester. Voilà, David Yombono, nous allons à présent parler d'une question qui tient les Guinéens à cœur. Oui. Il s'agit de celle de la TVA. Oui. Alors, honorable député, vous avez parlé déjà d'Ebola qui est venu faire que certains investisseurs n'ont pas pu investir dans les mines en Guinée. Il n'y avait pas d'argent, mais on a vu que le gouvernement a augmenté la TVA qui est passée de 18 à 20%. Alors, à l'Assemblée, qu'est-ce qui a fait que vous avez adopté cette loi, une loi du reste impopulaire parce que les Guinéens déjà souffraient? Un bon débat. Vous savez, quand on est responsable, on ne vote pas que des lois populaire pour se faire acclamer. On se place dans un environnement sous-régional, continental et national. Mais il faut tenir compte du niveau de vie. J'en viens là. Okay. D'accord. Lorsque vous êtes comme la Guinée, un pays en relation avec le Fonds monétaire, j'allais dire un pays sous ajustement. Vous avez des engagements pour pouvoir mobiliser des financements. Parce que ce n'est pas tellement le Fonds monétaire et la banque qui vont tout financer, mais leur quitus en disant que ce pays est bien géré, garantit les bailleurs de fonds, publics et privés, à venir financer les programmes de développement dans votre pays. Je ne suis pas membre du gouvernement, je l'ai été, mais ce que je sais, c'est qu'ils se sont retrouvés à un moment où on avait beaucoup d'espoir d'avoir des recettes sur les investissements miniers dont j'ai parlé. Mais avec Ebola, ces investissements n'entraient plus. Il y avait un manque à gagner de plus de 200 milliards. D'accord. Je n'ai pas été des négociations, mais j'ai travaillé avec des missions du fonds qui se sont dit, le programme de la Guinée va passer bientôt devant le conseil d'administration. Il faut rapidement trouver les 200 milliards. Là où il fallait, c'était de dire, si le Mali taxe 20%, le Sénégal 20%, dans la sous-région, la Guinée peut le faire. Et qu'est-ce que ça va apporter? La Guinée avec Ebola peut le faire?
laissez-moi terminer. Vous avez posé une question. Allez-y. Pour mobiliser ces 200 milliards. Mais il fallait, là, étudier l'impact que ça allait donner sur le prix du sac de riz, puisque c'est l'aliment de base Le Guinéen, ouais. du Guinéen. Et l'impact sur la baguette de pain, parce que là aussi, c'est de notre quotidien. Les denrées de première nécessité. En Sur l'huile, c'est notre quotidien. À l'Assemblée, ça nous a préoccupés. On s'est dit qu'on ne peut pas passer parce que nous devons aller avoir plus que 200 milliards. C'est le cutus pour l'investissement de tout un programme. C'est en centaines de millions de dollars. Donc, c'est des centaines de milliards de francs guinéens. On dit, c'est bon, on ne va pas perdre le programme, mais nous, députés, nous proposons qu'on taxe davantage le téléphone, par exemple, pour pouvoir trouver plus de 200 milliards. Parce qu'aujourd'hui, chacun a un téléphone. Et en payant une taxe sur le téléphone, ça se sent moins qu'en ayant une augmentation du prix du pain ou du prix du riz. Et nous avons proposé à l'Assemblée qu'on surtaxe la communication. La communication. Mais puisque déjà le gouvernement avait son programme, c'est pourquoi vous avez vu, les gens ont eu beaucoup plus peur, et plus de peur que de mal. Il n'y a pas eu d'impact sur la baguette. Il y a un impact qui se ressent. Un sac de riz qui passe de 200 000 à 215 000 par rapport au programme que nous avons obtenu. Lorsque nous avons des engagements, après avoir obtenu l'annulation de 2 milliards de dollars de dettes, pour pouvoir obtenir 500 millions, un autre milliard d'investissement par rapport à 200 milliards de francs guinéens, par rapport à 15 000 francs sur un sac. C'est effectif. C'est pourquoi, quand on est responsable, il faut prendre certaines décisions. Nous ne sommes pas là que pour nous faire applaudir. Nous sommes là pour voter des lois. 1, qui protègent les citoyens. 2, qui protègent le pays. Et qui se mettent dans un environnement qui ne joue pas contre les autres. Lorsque nous avons le prix du riz à Conakry, il faut le comparer dans la sous-région. Lorsque nous avons le prix du carburant, il faut le comparer dans la sous-région. C'est un problème de monnaie. Nous ne sommes pas un microcosme. Nous vivons dans une communauté mondiale. Une communauté mondiale. Il faut tenir compte de nos réalités, mais il faut savoir aussi que nous sommes dans un monde qui évolue et qui bouge permanemment. Ok, une dernière question avant qu'on passe la parole donc au public. Pendant que la TVA a augmenté, honorable Kamano, le prix du carburant à la pompe n'a pas diminué. Avez-vous des explications à cela? Parce que ce sont là les éléments vraiment qui touchent les Guinéens au quotidien. Alors, je vous disais tantôt que... De façon très brève. Très brève, hein, il faut qu'on tienne compte de nos réalités. Quand j'étais aux affaires, le carburant subventionné par le gouvernement guinéen a fait que Sigiri consommait plus que Conakry en carburant. Pourquoi? Le carburant consommé par Sigiri était supérieur au carburant consommé par Conakry. Pour quelle raison? Parce que simplement, le prix du carburant était tellement bas en Guinée que tout le Mali venait s'approvisionner à Sigiri. Ah, d'accord. Et Forêt-Caria consommait presque comme Conakry, parce que la Sierra Leone venait s'approvisionner. Quand je vous dis qu'il faut qu'on tienne compte, si nous ne faisons pas attention, nous allons importer pour les autres. Ce ne sera pas que pour notre population. Et quand j'ai parlé de responsabilité, c'est ça. Donc, lorsque vous parlez du prix du carburant, il faut savoir le litre de carburant se vend combien à Bamako. Nos frontières sont poreuses, vous voulez dire? Absolument. Il faut tenir compte de tout ça. Est-ce que nous n'allons pas importer pour les autres? Alors si c'est comme ça, nous sommes macroéconomistes, nous voulons maintenir nos équilibres. Nous sommes en relation avec les partenaires de Bretton Woods, à la porte desquels nous tapons, les Maliens tapent, les Sénégalais tapent. Pourquoi ils iraient là-bas? Avoir 500 millions d'investissements quand nous y allons, parce que nous voulons être des Guinéens, nous venons avec transiconditionnalité, pas avec 100 millions d'investissement. Il faut tenir compte de ces réalités. Donc je rappelle aux téléspectateurs que cette émission, c'est Guinée Forum. Nous recevons aujourd'hui, comme vous l'avez compris, honorable Michel Kamano, président de la commission économie, finances, plan et coopération de l'Assemblée nationale. La parole à présent au public dans cette salle pour des questions à notre invité. Je rappelle qu'une seule question par intervenant pourrait aider. David Yombono. Oui, alors est-ce que dans le public, il y a déjà quelqu'un qui
se manifeste. Oui. Amandalio Diallo, GCI. C'est par rapport aussi à l'application de la TVA. J'aimerais poser la question de savoir est-ce que le déficit budgétaire qui a été constaté en Guinée, est-ce que c'est à la population, disons, de porter le poids de ce déficit budgétaire? Est-ce qu'ils ont cherché à savoir les causes de ce déficit budgétaire en avant d'appliquer des taxes comme la TVA? Merci. Merci beaucoup. Je pense que... La question est claire et précise, honorable. Oui. Déficit budgétaire, oui, mais est-ce que c'est à nous de porter le poids? Le déficit budgétaire, oui, ce n'est pas seulement à la population de porter le poids. Quand il y a un déficit budgétaire, tous les gouvernements s'organisent. C'est pourquoi on est en relation avec le système financier mondial. Cherche à combler ce déficit. Puisque nous sommes des pays, même si potentiellement riches, mais des pays pauvres, nos budgets sont toujours déficitaires. C'est en rapport avec nos partenaires au développement, nos partenaires financiers, que nous arrivons à combler ce déficit. D'accord. Ce n'est pas que ce soit un déficit qui pèse sur individuellement chacun des Guinéens. Mais s'il n'est pas comblé, effectivement, la croissance qui améliore les conditions de vie ne sera pas au rendez-vous. Et dans ces conditions, le Guinéen restera à son niveau. Quand, tout à l'heure, on a entendu un citoyen dire « nous ne voyons pas ce que les députés font, ils s'enrichissent », il est dans ce cas. Il n'a pas vu d'amélioration de ses conditions. Je ne sais pas où il est, qu'est-ce qu'il fait. S'il est au chômage, ce n'est pas évident que sa condition change parce qu'un ministre des Finances a changé, parce qu'un déficit budgétaire a diminué. Donc, c'est des questions qui sont très, très liées. Le déficit budgétaire, c'est la responsabilité du gouvernement de le financer. Et ce n'est pas seulement en Guinée, ça se passe partout comme ça. Et dernièrement, je vous assure, lorsque nous avons pu atteindre l'initiative PPTE, nous avons eu un bon ballon d'oxygène. Aujourd'hui, si le gouvernement a pu continuer à soutenir le développement agricole, parce que soit dit en passant, ce n'est pas l'agriculture qu'on se développera, ce n'est pas par les mines qui vont finir. Et le départ de Rio Tinto va nous empêcher d'avoir plusieurs recettes qui n'étaient plus au rendez-vous de toute façon depuis Ebola. Mais en continuant avec l'agriculture, on n'aura aucun impact négatif qui puisse peser très lourdement. Il faut savoir continuer à travailler sur le développement rural, l'agriculture, l'élevage, la pêche. D'accord. Un autre intervenant dans le public? Je suis Diallo Saïkouyaya, je suis le président du Centre guinéen de promotion et de protection des droits de l'homme, donc de la société civile. Et dans ces derniers temps, on s'est approché de l'Assemblée nationale dans le cadre de l'élaboration et de l'adoption des lois. Et donc, je tiens d'abord à remercier les initiateurs de cette émission, qui est très importante, parce que ça nous permet au moins d'obliger l'Assemblée nationale à communiquer. Très malheureusement, les institutions de la République ne communiquent pas. Mais je vais m'intéresser à Honorable. À écouter Honorable parler, on a l'impression que c'est un ministre qui est en face de nous. Ce n'est pas un député, très malheureusement. Qu'à cela ne tienne. Moi, je voulais donc une question, juste poser des questions à Honorable par rapport à son arrivée à la tête de la commission des finances. Je l'ai entendu dire qu'on a respecté la procédure. J'ai envie juste de lui rappeler qu'il y a normalement, dans le cadre de l'alternance des responsables à la tête des commissions, au niveau de l'Assemblée nationale, il y a la question de délai. Très malheureusement, on a l'impression qu'aujourd'hui, que la politique a assiégé l'Assemblée nationale. Dès qu'il y a des décisions qui sont prises dans des partis politiques, on les applique là. Deuxième élément. J'ai eu à échanger il y a quelques mois avec le représentant du FMI, José Souleymane, qui nous a posé la question en tant qu'acteur de la société civile de savoir quelles sont aujourd'hui les priorités de la Guinée lorsqu'on regarde la situation économique globale de la Guinée. J'ai envie de poser effectivement la même question à l'honorable, quelles sont les priorités de la Guinée. Et la dernière question, je l'ai entendu dire qu'on a donné de l'argent au gouvernement, ils n'ont pas rendu compte parce qu'on attend la mise en place de la Cour des comptes. J'ai envie de rappeler à honorable qu'il y a la Cour suprême, et au niveau de la Cour suprême, il y a la Chambre des comptes. Normalement, lorsqu'on affecte de l'argent au gouvernement, il y a l'obligation de rendre compte. Là, c'est compris. David Diomboulou, je tiens à préciser qu'exceptionnellement, aujourd'hui dans la salle, nous avons
2 autres députés de la commission économie, finances Oui. et le secrétaire général de l'Assemblée nationale. Si honorable souhaite laisser la parole à l'un de ses parlementaires pour s'exprimer sur l'une des questions, libre à vous. Très bien. Merci beaucoup. Ils sont là pour ça. Ce sont les 2 vice-présidents. Pour qu'ils participent en quelque sorte au débat. Participent au débat. D'accord. Je vais d'abord rappeler à M. Diallo Cheikh-Yaya que le Parlement n'est pas sous l'emprise de l'exécutif. Le Parlement, c'est la maison de la population, c'est la maison politique. Quand un député de la mouvance, de l'opposition, du centre, a des difficultés avec son parti, que le parti décide qu'il ne peut plus le représenter là où il est, ce n'est pas une affaire d'influence du gouvernement. C'est le parti qui décide, c'est lui qui nous a envoyés là-bas. Nous sommes des ambassadeurs des populations à travers nos formations politiques. Si vous avez maille à partir avec votre parti politique que vous représentez, qui dit que vous ne pouvez plus assumer les responsabilités que vous assumez en son nom, l'Assemblée ne peut qu'entériner. Alors il faut que ce soit très clair. Ce n'est pas une affaire de gouvernement à Assemblée. Ça, c'est un. D'accord. Il y a une question qui a été posée. Oui, mais il y a déjà un député qui veut réagir. Intervenir. Oui. C'est la même question. C'est la même question. Je veux dire que l'Assemblée nationale, quand elle a été mise en place, on a élaboré un plan quinquennal de renforcement des capacités des députés et des cadres de l'administration économique de l'Assemblée nationale. De l'administration de l'Assemblée nationale. Et ce programme de renforcement des capacités a connu l'appui de pas mal de partenaires de développement. Je vais parler de l'Union européenne, de NDI, de PNUD et de la Banque mondiale. D'accord. Et c'est important de dire également que ce programme de renforcement de capacités financé par la Banque mondiale est en train quand même de s'exécuter. Il y a pas mal de volets qui ont été exécutés. Nous venons d'achever un programme de renforcement de capacités des députés dans le cadre de l'élaboration, le budget de l'État et le contrôle de l'action gouvernementale. Et ce qui m'amène à rebondir à une des questions qui a été posée au président Kamano, savoir quelles sont les actions que nous avons menées. Justement. Il a si bien dit que l'Assemblée nationale, c'est de voter les lois et de contrôler l'action du gouvernement. Le contrôle de l'action du gouvernement, nous l'avons exercé à plusieurs reprises. Je donne 2 exemples. Allez-y. Le premier exemple, c'est quoi? C'est que le gouvernement, lors d'une loi des finances, avait proposé l'éclatement de la CFU, la contribution foncière unique, qui est un impôt synthétique. Nous avons essayé quand même de rappeler au gouvernement que c'est un impôt synthétique qui regroupe pas mal de petits impôts, et pour faciliter quand même la collecte de cet impôt, ces différents impôts, on l'a synthétisé en un seul impôt. C'était dans une disposition de loi. Et quand nous avons argumenté au niveau de la commission des finances, nous avons reçu les membres du gouvernement, ils ont accepté, bien entendu ça venait de l'opposition, mais la majorité présidentielle s'est ralliée à nous pour dire qu'il n'est pas question de le faire. Arrivons à la TVA. L'honorable, la question qui revient souvent, vous dites que vous contrôlez l'action gouvernementale, mais on avait déjà débattu de ça ici. La moindre des choses, c'est de savoir comment a été géré le montant qui a été alloué à un département ministériel. Or, aujourd'hui, la loi de règlement qui permet de faire cela, vous ne l'avez pas à l'Assemblée. Alors, quand vous dites que vous contrôlez l'action gouvernementale... Je vais arriver, s'il vous plaît. Ok, allez-y. Je vais arriver. Au niveau de la Commission des affaires économiques et financières, nous avons commencé par faire un courrier adressé aux membres du gouvernement pour rappeler les dispositions de la loi organique relative aux lois de finances en son article 77, qui dit que le gouvernement doit communiquer régulièrement à l'Assemblée nationale à travers la commission des finances pour l'exécution du budget de l'État. Et nous avons fait ces courriers. Nous devrions recevoir un tableau de bord des finances publiques, nous devrions avoir un TOF, un cadre macroéconomique commenté, et nous avons fait beaucoup de rappels. Même au cours de cet atelier, le président de la commission, en concluant, en faisant la clôture de l'atelier, il a interpellé le gouvernement, M. Kamano a interpellé le gouvernement dans ce sens. Alors, parlons de la loi de règlement. Oui. La dernière loi de règlement, en ce que je sache, parce que c'est une ancienne du ministère des Finances, elle date de 2004. Oui. Ça veut dire qu'il y a des années pour lesquelles le gouvernement n'a pas présenté au Parlement, que ce soit le CNT ou l'Assemblée actuelle, ou l'ancienne Assemblée nationale avant qu'il y ait la transition militaire, il y a ça. Mais je vais vous dire, pour ma petite expérience, le problème de la règlement ne se pose pas seulement en Guinée. Il y a des retards dans beaucoup de pays. Les pays qui sont à jour, c'est le Sénégal, le Bénin, où il y a une tradition de bonne gouvernance.
Et nous sommes en train de rappeler le gouvernement pour qu'il puisse quand même préparer les lois de règlement et nous les présenter. Ça, c'est un élément. Mais un autre élément que nous pouvons faire, c'est la commission d'enquête parlementaire. Monsieur le Président de la Commission des Finances, vous avez évoqué ça là. Donc, pour ainsi dire que nous sommes dans la dynamique et on est en train d'avancer. Soyez rassurés qu'à la prochaine session, on nous a dit qu'il y aura des lois de règlement qui seront là. En octobre. Et je vais vous dire que la loi de règlement telle que prévoit la loi organique de finances, c'est la loi de règlement et de compte rendu budgétaire. Donc, dans la nouvelle loi, on demande aux membres du gouvernement, il ne s'agit pas de dire que j'ai reçu les ressources, voici les documents comptables. Mais il faut qu'on voit est-ce que les indicateurs de performance liés à la mise en œuvre des politiques sectorielles ont été réalisés. Voilà, merci beaucoup pour votre intervention. Je rappelle aux téléspectateurs donc, nous sommes dans l'émission Guinée Forum. Nous recevons aujourd'hui honorable Michel Kamano, président de la commission Finances, Économie, Plan et Coopération de l'Assemblée nationale. La parole est toujours au public. Oui, mais la question de Cheikh Ouyai n'a pas été répondue quant à savoir quelles sont les priorités aujourd'hui de la Guinée. C'est une question qui a été posée. Très bon rebondissement, très bon rebondissement voilà. David. Donc, honorable va tenter de répondre à cette question. Oui. Bien, lorsque nous avons reçu le gouvernement en présentant la loi des finances, vous savez bien que le budget, c'est la traduction de la politique gouvernementale. Ils nous ont dit, c'est vrai que nos ressources aujourd'hui viennent du secteur minier, mais le gouvernement met l'accent sur le développement rural, sur les infrastructures. Si on n'a pas d'infrastructures, si nous n'avons pas d'énergie, on n'a pas de route, nous ne pourrons pas aller loin. Donc c'est ça la priorité actuelle la priorité. Et au niveau vraiment des infrastructures, l'énergie, vous avez suivi que la Guinée a tellement mis l'accent là-dessus, même qu'au niveau sous-régional, le président de la République a été porté à la tête d'une commission au sommet des chefs d'État pour s'occuper des problèmes d'énergie. Sans énergie, il n'y a pas de développement. Donc c'est le développement rural, les infrastructures avant les autres, naturellement le secteur social, l'éducation, la santé, sans lesquels vous ne pouvez pas avoir... D'accord. David, un autre député souhaite intervenir, docteur Bérété. Oui. Il est le secrétaire général. Oui. Donc, je voudrais revenir rapidement sur deux questions qui ont été ici évoquées, qui ont un caractère beaucoup plus juridique. Justement, oui. Et il s'agit de la question du remplacement à la tête de la commission de Dr Ousmane Kaba par l'honorable Michel Kamano, et ce qui est également de la mise à disposition de l'Assemblée des lois de règlement par le gouvernement. Abordant cette dernière question, il faut tout de suite reconnaître que de 2005 à 2008, il y avait un dysfonctionnement de l'État, tant au niveau du gouvernement d'alors que celui de l'Assemblée nationale de l'époque et de la Cour suprême. De sorte qu'il y a eu vraiment un laisser-aller. À partir de 2008, on est entré dans une transition pour 2 années, transition conduite d'abord par Dadis en 2009, et puis transition conduite par Sekouba Konaté en 2010, et puis on est sorti d'une transition pour renouer avec une vue constitutionnelle normale. Ceci étant, l'État a continué à fonctionner, parce que c'est le principe de continuité. Justement. Donc, la nouvelle Assemblée, le nouveau gouvernement est venu, le nouveau gouvernement a continué à travailler avec l'organe législatif transitoire, le CNT, avant la mise en place de l'Assemblée que vous avez maintenant, il y a juste 2 ans. Alors, quand l'Assemblée là est arrivée, il était question d'abord de l'instruire fortement sur ses missions, parce que parmi eux, il y avait moins de 10 personnes sur les 113 qui avaient une expérience parlementaire. Donc, il fallait déjà les outiller à leur nouvelle responsabilité, les familiariser avec, avant de passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire au contrôle d'action gouvernementale et puis à l'adoption des lois. On s'est aperçu qu'il y a absolument eu un laisser-aller par rapport à la programmation ou à l'examen de ces lois de règlement. On a interpellé le gouvernement l'année dernière en le rappelant sur le principe de continuité de l'État, de produire toutes les lois de règlement, tous les projets de loi de règlement de 2005 à nos jours et de saisir l'Assemblée. Le gouvernement a procédé en 2 étapes en nous disant, bon, nous allons commencer avec la gouvernance du professeur Alpha Condé, on va produire tous les instruments et puis donnez-nous le délai nécessaire pour redescendre jusqu'en 2005 pour reconstituer les dossiers. Alors, à la faveur de la session des lois que nous venons de terminer, le gouvernement a produit quand même, a fait un effort de production de lois de règlement sur 3 années.
on en a été saisi. Mais comme ce n'était pas la priorité, la session était essentiellement consacrée à l'examen des lois, et non pas de la loi de finances. On a dit, bon, on garde, en espérant que d'ici octobre qui va connaître le démarrage de la session budgétaire, vous aurez complété les lois de règlement pour 2014 et 2015. Ce qui va permettre à l'Assemblée de les examiner à la fois, les 5, avant que vous nous donniez les lois de règlement sur les années antérieures, les 5 années antérieures, c'est-à-dire 2005 à 2009. Voilà, c'est pour ce qui est des lois de règlement, c'était la réponse. Maintenant, par rapport au remplacement à la tête de la commission des finances, ce que l'honorable Michel Kamanou n'a pas dit, au moment où on mettait en place, d'abord je rappelle que c'est le principe de l'annualité au niveau de la mise en place des bureaux des différentes commissions. Chaque année, à la faveur de chaque session budgétaire, dès l'ouverture, on élit les présidents et les vice-présidents et les rapporteurs de chaque groupe, non seulement groupe parlementaire, mais aussi de chaque commission. Tout récemment, il y a eu un événement politique au niveau notamment du RPG, Arc-en-Ciel, qui a exclu du groupe parlementaire l'honorable Dr Ousmane Kaba, qui était président de la commission. Je vous rappelle qu'en droit, c'est le parallélisme des formes et le parallélisme des procédures. Nous nous sommes retrouvés franchement devant un dilemme. Le parallélisme des procédures a été respecté, mais est-ce que le parallélisme des formes l'a été? Peut-être pas, mais je veux dire qu'on a fait un cumul, une jonction de procédures pour en venir à une solution relativement acceptable. Parce que nous nous sommes dit que les commissions, la présidence des commissions a été répartie entre les groupes parlementaires. On a donné un certain nombre de commissions au RPG Arc-en-Ciel, un certain nombre de commissions à l'UFDG et un certain nombre de commissions à l'UFR. Donc, il appartenait, au moment de la mise en place de ces commissions, des bureaux de ces commissions, à ces formations politiques, à ces groupes parlementaires, de désigner les personnes qu'ils souhaitaient voir à la tête de ces commissions. Donc, la commission finance était dans ce cas-là. La commission finance, donc, était la présidence et la vice-présidence, bref, le bureau de la commission, c'est le RPG Arc-en-Ciel qui devait être désigné. Maintenant, quand le RPG, vous devez le poste parce que vous êtes membre du groupe parlementaire. Maintenant, si vous n'êtes plus membre du groupe parlementaire, est-ce que vous devriez vous y maintenir? C'était ça la grande question. La question, justement. Voilà, donc, on a dit non. Si le poste appartient au groupe, et si vous êtes exclu du groupe, vous avez accepté le départ du groupe, donc le poste ne vous revient plus. De facto. Donc, vous ne devriez plus rester à la tête de la commission. Mais pour autant, c'est l'élection, c'est par l'élection qu'on y arrive. Et on ne peut faire l'élection qu'à échéance. Donc, on ne peut pas faire l'élection en juin là ou en juillet. Il fallait absolument attendre l'annualité, le principe de l'annualité. En octobre, on a dit maintenant, on va faire la jonction des deux. On ne peut pas élire. Alors, par consensus, on demande à l'ancien président d'accepter la démission. Soit il le fait de façon explicite, ou il le fait de façon implicite. De toutes les façons, il faut qu'il démissionne. Quand il démissionne, on fait assumer la présidence par intérim jusqu'à échéance. Donc, c'est en octobre. C'est en octobre que les élections vont avoir lieu au niveau de chaque commission. Et si M. Michel Kamanou doit être reconduit, en ce moment, il sera élu. Voilà le consensus auquel on est parvenu. Merci à docteur. Merci à Dr Mohamed Berete pour cette intervention. Je rappelle qu'il est le secrétaire général de l'Assemblée nationale. Retour donc dans le public toujours avec un autre intervenant pour une question. Allez-y. Oui. Moi, c'est Justin Kolamou de l'Université Mercure International. Ma question est la suivante. Je voulais savoir s'il existe un cadre de concertation entre le gouvernement et le Parlement dans la mise en œuvre des réformes. Honorable Kamanou. Honorable Kamanou, revient à vous. Oui, merci beaucoup. Bien évidemment, si nous nous en tenons simplement à nos relations classiques de présentation des lois pour la première session et du budget pour la seconde session, il n'y aura que ça. Mais dernièrement, même si ce n'est pas formalisé, dernièrement, nous avons rappelé, le vice-président Alpha Ousmane Diallo a dit qu'on a écrit. Régulièrement, nous écrivons au gouvernement pour que nous puissions avoir cette synergie interinstitutionnelle qui est la seule qui nous permette d'avoir l'information à temps pour la population. Aujourd'hui, la population demande, ceux qui nous ont mandatés se demandent qu'est-ce que nous faisons là-bas. Et même récemment, nous avons demandé à ce qu'on relance encore le gouvernement pour qu'il vienne nous donner certaines informations sur des questions qui sont des questions en débat, des questions d'actualité, des questions d'intérêt national,
pour que nous, Commission des finances, tout ce qui a trait au budget, que nous ayons l'information à partir du gouvernement. Donc ce cadre, il existe bien. Le cadre existe, on va le faire bientôt. Il y a même des délais qui sont donnés. On va discuter des questions d'actualité, des questions qui intéressent tous les citoyens, sur lesquelles nous voulons avoir des informations. La dette intérieure, les financements extérieurs, les décaissements qui se font, le cadrage, la qualité de nos informations statistiques, ces lois de règlement dont on a parlé, la loi programme. Vous savez, le gouvernement est en train de préparer encore un nouveau plan de développement. Est-ce qu'il s'inscrit dans la perspective du long terme? Est-ce qu'il est lisible annuellement par le budget? Voilà autant de questions qui nécessitent ces systèmes de travail, de partenariat, de synergie. Même si ce n'est pas des commissions formelles, mais toutes les commissions fonctionnent comme ça. Vous suivez que des députés vont dans les mines, des députés vont dans des industries. C'est dans le cadre de cette synergie. Une question qui quand même est très importante, qui a été posée sur la page Facebook de l'émission, à laquelle vous allez tenter de répondre très rapidement pour permettre qu'une dernière personne intervienne dans le public, c'est la question de comment on appelle ça, des priorités, des secteurs prioritaires. Souvent on remarque en Guinée que les secteurs comme la santé, l'éducation et autres ont des faibles budgets, alors que d'autres secteurs qui sont jugés moins prioritaires, en tout cas à la base, par la population à la base, ont des budgets très élevés. Expliquez-nous un peu quel est le problème à ce niveau et comment cela se fait que d'autres secteurs soient prioritaires en termes de budget à la santé, à l'éducation et à la jeunesse notamment. Bien, c'est vrai, sans la santé, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc c'est vraiment une priorité. Si vous raisonnez comme ça, l'agriculteur va vous dire, si vous ne mangez pas, vous ne serez pas en santé. L'autre vous dira, si vous n'avez pas une bonne éducation, vous ne pourrez rien faire. Bref, la difficulté que nos pays ont, c'est que nous sommes pauvres et tout est prioritaire. Alors quand tout est prioritaire, il faut faire des choix. Mais il y a la priorité des priorités. Justement. C'est justement pourquoi le gouvernement fait un plan de développement. Ce qu'il faut toujours se mettre en tête, c'est de dire d'où nous venons. Qu'est-ce que nous avions comme réalité? Si vous sortez d'un régime révolutionnaire, vous sortez d'une transition militaire, l'État a fonctionné sur la base du budget avec des priorités. Vous ne pouvez pas les modifier d'un tour de main. Aujourd'hui, heureusement, le vice-président de la commission est un expert qui travaille avec la banque. Il a regardé un peu l'évolution du budget au niveau de la santé, par exemple. Nous nous étions inscrits dans la logique de l'évolution. Mais dès qu'il y a eu Ebola, il y a eu perturbation. Et aujourd'hui, on est en train de remonter. C'est vrai qu'il y a eu des engagements qui sont souvent pris par des chefs d'État pour dire chaque pays doit financer, doit affecter 10% de son budget à l'agriculture pour pouvoir nourrir toute la population. 5% ou 10% ou 15% à la santé. Mais la mise en œuvre fait que les pays bénéficient d'un certain moratoire. Si vous êtes sorti d'un régime militaire où on a mis de l'argent pour acheter des chars, le temps de reconstituer ça et de refaire des priorités en revenant dans une vie constitutionnelle normale, ça prend du temps. Donc, sinon, ce sont des priorités. Lorsque vous voyez l'évolution d'année en année en vie constitutionnelle normale, les budgets de l'éducation et de la santé augmentent pendant que ceux de l'armée et de la défense sont en légère baisse. Vous avez vu la réforme du secteur de la défense et de la sécurité. Ça ne se réussit pas partout. On espère en tout cas qu'en octobre, ces budgets seront rehaussés, notamment la santé et l'éducation qui vraiment, pour nous, David, un dernier intervenant. Oui, un dernier intervenant dans le public avant de clôturer. Oui, un dernier, oui, ou une dernière. Madame, mademoiselle, c'est pas tout. Moi, je me nomme Bari Fatoumata Batouli, étudiante en journalisme à l'Institut universitaire d'autres études de Guinée. Merci à tous et à toutes. Également, merci à l'honorable Michel Sergio Kamano. Maintenant, ma question est la suivante. Je veux juste savoir comment vous faites pour mener vos enquêtes sur l'action gouvernementale. Avez-vous un mécanisme pour le contrôle des actions? Merci beaucoup, madame. Je vous ai dit que le gouvernement, l'Assemblée nationale contrôle le gouvernement. Chaque fois qu'un ministre arrive, les députés sont autorisés à lui poser d'abord des questions. Des questions orales, des questions écrites, auxquelles le membre du gouvernement est tenu
de répondre. Ensuite, nous pouvons lever des missions d'information. Si nous voulons savoir exactement quelles sont les priorités, quels sont les programmes, quels sont les projets qui soutiennent les priorités, pour ne pas que ce soit des déclarations d'intention, nous pouvons envoyer des missions sur le terrain. Okay. C'est des missions d'information. Vous voyez, des députés, ils ne vont pas en tourisme ou en villégiature quand ils vont sur des chantiers, regarder, visiter. Mais s'il y a vraiment un problème, ça, on met en place des commissions d'enquête. D'accord. C'est ce qu'on n'a pas fait encore parce qu'il n'y a pas eu de malversation avérée, mais des questions orales, des questions écrites, nous le faisons, comme le vice-président l'a rappelé tout à l'heure, et il y a quelquefois des dispositions que nous prenons. C'est pourquoi, après notre atelier, on s'est dit, députés, jouons notre rôle. Cessons d'être pris par le piège de l'appartenance politique pour défendre certains projets, pour défendre les intérêts de la nation, les intérêts de nos mandats. Regardons objectivement. Quand ils ont envoyé la CFU, c'est vrai que c'est nos collègues de l'opposition qui nous ont dit que ce n'est pas possible qu'on l'applique comme ça. Argumenter de façon professionnelle et technique, nous sommes tous les députés dans l'intérêt de la population. Nous l'adoptons. Donc nous le faisons, mais nous allons l'améliorer. C'est progressivement. On va aller bientôt en voyage d'études au Bénin, où ça se fait déjà. On verra au Sénégal où ça a commencé. Donc assurez-vous, nous serons comme les autres. Voilà, donc c'était un débat très intéressant qui va se poursuivre avec l'Assemblée nationale. Je rappelle que les prochains numéros de Guinée Forum seront consacrés à cette Assemblée nationale et nous allons avoir le temps, David, de recevoir d'autres commissions sur ce plateau pour nous parler un peu de ce qui se passe de ce côté-là. C'est la fin donc de votre émission Guinée Forum. Je rappelle que c'est une production de Search for Common Ground avec l'appui de la Banque mondiale. Aujourd'hui, avec mon confrère David Diomboulot de la RTG, nous avons reçu le président de la Commission Économie, Finances, Plan et Coopération de l'Assemblée nationale, honorable Michel Kamano, pour parler donc de cette commission. Merci, honorable, d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi de vous remercier et continuer ce fora pour que tout le monde soit informé de ce que cette Assemblée fait, parce qu'elle n'est là que pour représenter les citoyens. Voilà, bien dit. Merci aussi à David Diomboulot d'être venu dans cette émission. Merci beaucoup. Voilà, merci également à ce beau public qui nous a tenu compagnie. À très bientôt pour un autre numéro de Guinée Forum avec l'Assemblée nationale. Merci et au revoir.